Vous avez-vous jamais souhaité disparaître, supprimer tous les réseaux sociaux au milieu de la nuit, partir dans une autre ville ou un autre pays, couper tous les contacts avec les amis et les proches, et simplement commencer une vie absolument nouvelle? Même si vous n'avez jamais eu de telles pensées, alors chez l'un de vos amis ou connaissances, elles étaient certainement présentes. Et cela est normal. La psychologie a longtemps étudié ce phénomène. Selon les recherches, beaucoup de gens se sentent surchargés par toutes les séductions du monde moderne. Nous sommes submergés chaque jour par des nouvelles négatives sur les réseaux sociaux. Notre connexion permanente avec les appareils nous fait sentir prisonniers avec un désir irrésistible de fuir toute cette modernité. De fuir pour être seul, récupérer ses forces et, d'une certaine manière, se guérir. Et oui, ce serait étrange si cela était pensé uniquement dans certains pays. Mais non, cela est pensé partout. Au Japon, par exemple, ces personnes sont appelées Johatsu ou disparues. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment des gens ordinaires parviennent à disparaître sans laisser la moindre trace. Pourquoi la famille et la police ferment-ils les yeux sur cela, où ils disparaissent exactement, et pourquoi ils prennent cette décision? Et, bien sûr, comment ils survivent? Commençons. Je suis sûr, presque chacun d'entre nous a eu au moins une fois dans sa vie le désir de disparaître, de partir dans une autre ville ou un autre pays, de recommencer à zéro et ainsi que personne ne sache où vous êtes. Et maintenant, imaginez que vous avez fait cela. Vous êtes parti de chez vous sans laisser aucune explication à vos proches. Où vous voudriez aller? Il est probable que ce soit un endroit où il fait maximum calme ou, au contraire, une grande ville pleine de perspectives. Mais les Johatsu ont des préférences différentes. Non, ce n'est pas ainsi. Ils ont presque pas d'autre choix que le lieu dont nous allons parler plus tard. Ces gens peuvent ne pas différer en rien des gens ordinaires. Ils vont au travail, à l'école, mènent une vie normale, mais disparaissent en un instant. Au Japon, la culture de la honte et de la réputation prospère. Beaucoup de surmenage. La psyché humaine peut simplement ne pas résister à la pression venant de la famille, de la direction ou de la société. La honte pour les attentes non satisfaites de la part de la famille ou de l'employeur est pour les Japonais pire que la mort. Lorsque les sentiments deviennent insupportables, certains décident de prendre congé de la vie, tandis que d'autres disparaissent simplement sans laisser de notes ou d'explications. La famille ne s'adresse pas à la police également à cause de la honte pour éviter la disgrâce. Bien que peu de gens parlent ouvertement de ce phénomène, mais la majorité des Japonais savent que les Johatsu existent. Et reconnaître que dans votre famille, il y a une telle personne, c'est être humilié aux yeux de la société. La police même, dans le cas où elle est contactée pour ses affaires, peut peu aider. Ils ne vont pas s'immiscer si cela ne concerne pas un crime ou un accident. S'il n'y a pas de preuve d'un acte criminel, la police n'a pas le droit de fournir aux parents ni le journal des appels, ni les enregistrements des caméras de surveillance. La vie privée des gens au Japon est protégée à un niveau approprié, et il n'y a toujours pas de base de données unique des personnes disparues au Japon. Est-ce que tous les parents ne sont vraiment pas inquiets et n'ont pas envie de retrouver leurs proches? Le thème du Johatsu, comme il a été mentionné ci-dessus, est interdit au Japon, mais une famille de Tokyo a rendu publique la recherche de son fils malgré le tabou. Leur fils Naori a disparu le 3 mai 2002. Après avoir dit au revoir à ses parents, Naori, âgé de 24 ans, les a prévenus qu'il ne fallait pas l'attendre pour dîner. Après cela, le garçon n'est pas réapparu chez lui, plusieurs jours. Les parents ont commencé à s'inquiéter, uniquement lorsque la compagnie de ferry de Tokyo les a appelés pour leur annoncer que le sac à dos de leur fils avait été trouvé sur le ferry arrivé à la dernière station du trajet. Les coordonnées des parents étaient enregistrées dans les documents de Naori, mais le garçon lui-même n'était nulle part. Les employés du ferry étaient certains qu'il ne s'était pas suicidé. Ils auraient définitivement remarqué une personne se jetant à l'eau.
Peut-être était-il descendu à une station précédente, ou peut-être avait-il apporté ses affaires sur le ferry pour brouiller les pistes. La police a refusé d'enquêter sur l'affaire, car il n'y avait aucun fait indiquant qu'un crime avait été commis. La famille n'avait pas les moyens de payer un détective. C'est pourquoi le frère de Naori, Tsuei, a commencé une enquête indépendante. Pendant 7 ans, il n'a trouvé rien. Les parents de Naori ont écrit des lettres demandant au maire de Tokyo et même au Premier ministre du Japon de s'occuper plus activement du problème des personnes disparues sans laisser de traces. Ils ont lancé des pétitions demandant que la police consacre plus de temps à la diffusion de tracts et de rapports sur les personnes disparues. La famille du garçon disparu a été invitée plusieurs fois à des émissions de télévision, mais ils n'ont jamais reçu de nouvelles de leur fils. De même, sa mère disait que la plupart des gens qui cherchent leurs proches le font en secret. Cette pratique de brouillage des traces est fréquente. La journaliste française Léna a appris ce phénomène en 2008 et a consacré 5 ans de sa vie à l'étude de ce sujet. Elle a écrit un livre dans lequel elle a réuni les histoires de diverses personnes qu'elle a réussi à retrouver. Au début, beaucoup lui ont refusé ou ont évité de répondre, disant que dans leur pays, il n'existait pas, que le Joatsu était juste une légende. Au début, elle n'a même pas pu engager un traducteur. Pas pu. Lorsque les traducteurs japonais apprenaient avec quelle thématique ils allaient travailler, ils refusaient poliment de coopérer. Mais finalement, elle a trouvé une personne qui a accepté de l'aider dans son enquête. C'était Jun, un spécialiste de 50 ans sur le thème des Yakuzas. Il a agi en tant que traducteur et il a également aidé à trouver une entreprise publique qui offre de l'aide pour retrouver les personnes disparues. En outre ces services au Japon, il y a également des entreprises appelées transporteurs nocturnes. Ce sont des entreprises qui aident les gens à fuir et à effacer leurs traces. Ou, au contraire, ils organisent des cambriolages à domicile simulant un vol. Étant donné que, du point de vue du droit japonais, il n'y a rien d'illégal dans le Joatsu, une industrie entière s'est formée. Des milliers de compagnies aident les gens à disparaître. Certains ont même leur propre site web. Hattori, le propriétaire de l'une de ces entreprises, a raconté comment il est arrivé à ce métier. Au départ, il avait une entreprise de transport ordinaire qui aidait les gens à déménager. Mais un jour, une femme inconnue est venue le trouver dans un bar et lui a demandé de l'aider à disparaître. Son mari était noyé dans les dettes et elle avait peur qu'il ne ruine également sa vie. Hattori a accepté. Après cela, l'homme a placé une annonce indiquant que sa compagnie aidait les gens à disparaître. Les clients potentiels ont rapidement compris de quoi il s'agissait et bientôt, Hattori avait du mal à répondre aux demandes de nuit pour les transferts nocturnes. Il prenait 3 fois plus que pour un déménagement ordinaire. Plus tard, Hattori a écrit un livre à ce sujet. Il a reconnu qu'il ne considérait pas les gens qui avaient décidé de disparaître comme des lâches. Au contraire, il pensait qu'il les aidait à trouver le chemin vers une vie meilleure. Puisque lui, Hattori, était né et avait grandi au Japon, il avait pu pleinement ressentir le culte de la honte, de la soumission et de la réputation qui y était répandue, donc il comprenait les motivations et les sentiments des gens qui avaient décidé de prendre cette mesure. C'est le degré ultime du désespoir lorsque l'homme ne voit plus d'autre issue que la fuite. La journaliste a encore parlé avec une autre propriétaire de cette compagnie, Miho Saito, qui pense également, comme Hattori, qu'elle aide les gens. Elle-même avait fui son passé, après quoi elle avait gardé une cicatrice sur la joue. Saito raconte que, à l'époque, il n'y avait pas de loi protégeant les victimes de violences domestiques. La police ne pouvait que demander à l'agresseur de ne plus faire cela. Les disparitions elles-mêmes, organisées par ces entreprises, ont lieu sous le couvert de la nuit. Les employés qui aident à disparaître se font souvent passer pour des dockers ou une équipe de réparation avec l'arrivée de l'obscurité. Ils arrivent à la maison du client dans un camion sans signe distinctif, occultent les fenêtres de la pièce de la personne et aident à empaqueter et à charger rapidement tous les biens.
Au bout de seulement quelques heures, cette personne disparaît. Les entreprises aident les gens à s'installer dans un nouvel endroit et font tout pour qu'ils soient impossibles à retrouver. Mais si la personne décide elle-même de retourner à sa vie précédente, personne ne l'en empêchera. Ces entreprises ne font que remplir leurs obligations. La personne, si elle le souhaite, peut parfaitement revenir. Mais les Juhatsu très rarement retournent à leurs proches en fonction de la complexité des circonstances. Le coût de ces services peut varier de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ces Japonais qui n'ont pas suffisamment d'argent pour de tels services doivent disparaître seuls en utilisant des guides publiés. Les raisons peuvent être très diverses. Il y a des gens qui ne veulent pas passer par l'enfer bureaucratique en signant des piles de papier, donc il est plus simple de disparaître que de divorcer. Quelqu'un perd une grande somme d'argent aux machines à sous. Certains laissent même leurs petits-enfants à leurs conjoints ou conjointes. Quelqu'un fuit la violence domestique que la police laissait autrefois sans attention. Quelqu'un est lié à une secte religieuse et décide ainsi de rompre les liens et de se libérer. Il y a eu des cas où des jeunes gens disparaissaient à cause d'échecs à des examens, car ils ne pouvaient pas supporter la honte et la vergogne qui pesaient sur leurs épaules. Le plus grand nombre de disparus apparaît lors des crises financières globales, les gens en dette pour pouvoir à peine nourrir eux-mêmes et leurs familles. Les intérêts annuels des micro-prêts pouvaient dépasser 100%. Ceux qui ne payaient pas à temps étaient menacés et voyaient encore augmenter la somme de leurs dettes. Certaines entreprises de prêts de ce genre appartenaient même à la mafia. Alors, dans le peuple, il y avait même un terme, mikiin, argent emprunté à la yakuza. Alors, où partent les Japonais? La vérité est que, après la disparition, il est rare de commencer une vie meilleure. Malheureusement, c'est plutôt l'exception. Il n'y a pas beaucoup de gens aisés qui ont suffisamment d'argent pour une belle nouvelle vie. La majorité écrasante s'installe dans le quartier de Sanya. On l'appelle souvent le ghetto qui n'existe pas. Ce quartier du Japon, vous ne pourrez pas le trouver sur aucune des cartes officielles. Et du point de vue juridique, il n'existe tout simplement pas. Tokyo, la capitale du Japon, l'un des villes les plus high-tech au monde. Ici, parmi les plus beaux gratte-ciel modernes, les rues avec des enseignes néons et les temples traditionnels, se cache un quartier ghetto de Sanya. Pratiquement tout le quartier est composé de vastes taudis. Les gens sont obligés de vivre ici dans de minuscules chambres salles d'hôtel, où il n'y a généralement pas d'internet et de toilettes séparées, et où beaucoup de conditions nécessaires pour une existence confortable font défaut. Dans certains de ces pensions, les résidents sont interdits de parler à haute voix. Après 6 heures, beaucoup de Japonais qui ont fui dans ce quartier vivent comme des migrants clandestins, bien qu'ils restent citoyens de leur propre pays. Ils se lancent dans n'importe quel travail difficile et mal payé. En plus de cela, ce quartier est réellement contrôlé uniquement par la mafia japonaise locale. La sinistrement célèbre Yakuza se trouve parmi les Japonais et ceux qui, existant dans de telles conditions, se rallient à eux. Le quartier de Sanya devient pour eux un nouveau foyer. La probabilité que quelqu'un vienne ici et commence à les chercher est infiniment petite. Oui, peut-être peu de parents viendront ici à la recherche d'une personne disparue, mais parmi les touristes ou les journalistes étrangers, il s'en trouve qui le font. En raison de sa triste renommée, le district de Sanya jouit d'une certaine popularité. Voici quelques histoires de personnes que la journaliste Lena a réussi à trouver dans ce district. Avec chacune d'elles, elles se sont rencontrées en personne pour enregistrer leurs histoires. Le cinquantenaire Norihiro a orchestré sa disparition il y a 10 ans. À l'époque, il travaillait comme ingénieur et il avait une femme et un fils. Mais lorsque licencié, il n'a pas osé le dire à sa famille.
Au lieu de cela, il se levait chaque matin pendant une semaine, mettait son costume, ses chaussures en cuir, prenait son porte-documents et quittait la maison. Faisant semblant d'aller au travail comme d'habitude, le jour de la paix, il se rasa soigneusement, dit au revoir à sa femme et, montant dans le métro, disparut. Il n'est jamais revenu dans ce quartier et n'a plus jamais vu sa famille. Il me fait mal de penser à comment mes parents m'ont cherché. J'espère qu'ils vont bien. Peut-être qu'ils croient encore que je vais revenir, ou peut-être qu'ils sont déjà morts. Réfléchis, 10 ans plus tard, un homme vieilli qui maintenant fait un travail pénible et mal payé. Norihiro vit dans un vieux hôtel pour ouvriers dans une chambre vide sans fenêtre. Sur le sol, un tatami usé. Il y a des milliers comme moi à Sanya, dit Norihiro. Le jeune Masao de 20 ans n'est pas retourné chez lui après sa sortie de prison. Il a dit qu'il ne voulait pas que ses parents soient honteux de lui et est parti vivre à Sanya. Il était convaincu que c'était mieux que ses proches ne le cherchent pas, et mieux encore qu'ils pensent qu'il est mort. Ayant épousé Ichiro, maître des arts martiaux, construisait avec optimisme des plans pour l'avenir avec son épouse Tamako. Ils vivaient dans leur propre maison à Saitama, un prestigieux quartier sud de Tokyo. C'est là que leur premier-né, Tim, est né. La famille avait contracté un prêt pour ouvrir une pâtisserie, mais il y a eu une défaillance et l'entreprise familiale a fait faillite. Les épouses ont agi comme font beaucoup d'autres Japonais dans de telles circonstances. Ils ont vendu leur maison, rassemblé leurs affaires et disparu à jamais. Vous conviendrez que c'est un état d'existence étrange hors des limites de la civilisation, dans l'un des villes les plus développées du monde. Mais dernièrement, ce quartier a commencé à être légèrement amélioré. De nombreux hôtels bon marché ont commencé à apparaître. À propos de Juhatsu et de ce district, de plus en plus de gens en apprennent chaque jour, y compris vous. C'est une chance de gagner de l'argent sur le boom touristique, mais la vie des disparus eux-mêmes devient-elle plus facile? La question est rhétorique. Un grand merci pour avoir regardé.